Ravi de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire qui va parler de participation citoyenne et plus largement pour vous parler de la stratégie, qui s'intègre en fait dans la stratégie départementale de participation citoyenne du département de la Gironde qui vise à mieux associer les citoyens à la construction des politiques publiques en lien avec les enjeux de résilience du territoire. Elle s'appuie sur 3 leviers: développer les compétences et les outils, expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques, puis les inscrire dans la durée. L'objectif est de rendre la participation plus systématique et partagée en mobilisant l'ensemble des acteurs du territoire. Je me présente, je suis Julien Sanchez Cortés, chargé de mission à la mission Agenda 21, la base. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la base, c'est le laboratoire d'innovation publique territoriale du département de la Gironde, qui est un lieu situé à Mérialec, où sont animées des sessions d'intelligence collective, on crée des conditions de coopération pour des projets. C'est également des accompagnements, des expérimentations. La base pilote a piloté des expérimentations telles que la sécurité sociale de l'alimentation, le budget participatif, le droit d'interpellation locale et citoyen. Également accompagne des projets de transformation écologique, sociale et démocratique avec des dispositifs tels que les labos mobiles. C'est également un centre de ressources, donc des outils, des méthodologies qui sont partagés en licence Creative Commons, donc libre d'accès, donc des ressources numériques sur le wiki de la base, le site internet, et puis également en accès pour certaines ressources à la bibliothèque physique de la base. Et puis c'est un programme d'activité pour sensibiliser, former, acculturer aux enjeux complexes, outils, méthodes et démarches d'intelligence collective et d'innovation. Et ce webinaire, je risque de répéter souvent atelier et pourtant j'essaie de me le sortir. Ce webinaire s'inscrit en effet dans ce programme d'activité, un retour d'expérience, des regards croisés sur des démarches de participation citoyenne. On va tenter de répondre à la question: comment impliquer les citoyennes et les citoyens dans les politiques publiques? Et on va découvrir 2 projets portés par les services du département de la Gironde, la direction générale adjointe chargée de la citoyenneté et la direction des infrastructures de mobilité, associant les citoyennes, les girondines, les girondins, dans le cadre d'une consultation pour recueillir et élaborer des propositions, alimenter une réflexion pour un choix partagé. Donc au programme, retour croisé sur les méthodologies employées, les difficultés rencontrées, les avantages de ce processus de participation. Il va y avoir donc du coup 2 temps, et à la fin de ces 2 temps, il y aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions, mais je vous invite d'ores et déjà, pendant justement ce partage de retour d'expérience, si des questions vous viennent, à les poster dans le chat, on les relira, on les synthétisera, bien évidemment, les réponses seront apportées à vos questions. On va démarrer avec le premier retour d'expérience avec Frédéric Duhart, chef de projet infrastructure de mobilité à la direction infrastructure et mobilité, qui va nous parler de la concertation publique qui s'est déroulée en juin-juillet 2025 sur l'avenir du pont du Rouergue de la Réole. C'est à vous Frédéric, je vous laisse la main, partagez votre présentation. Vous avez une vingtaine de minutes. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler de ce projet qui est un peu structurant pour la direction des infrastructures, qui est la réhabilitation, on a parlé d'avenir du pont du Rouergue plutôt, qui est situé à La Réole. Je vais vous faire d'abord une petite partie sur la présentation du projet quand même, que vous voyez de quoi il retourne, et puis après un petit peu ce qu'on a pu développer nous en matière de concertation, et surtout pourquoi on a voulu cette concertation-là. Est-ce que vous voyez bien mon écran, tout d'abord? Super. Nickel. Donc ça, c'est une vue aérienne de La Réole avec ici, là, sur mon pointeur, le pont du Rouergue, qui est cet ouvrage suspendu qui date milieu des années 1930. Donc il a presque 100 ans maintenant, un très vieux pont, le pont historique de La Réole, qui permet de raccorder la rive gauche de ce côté-ci à la cité de La Réole en rive droite. Et surtout, il a une particularité, c'est qu'il raccorde le quartier du Rouergue, qui est un quartier de La Réole.
Et c'est important parce que pour ce quartier, le pont est le lien vital d'échange avec la commune, avec un accès direct sur la gare et sur tous les services développés au centre-ville de La Réole. Il a une histoire, ce pont, un peu mouvementé. Donc, il y avait déjà un pont au 19e siècle, qui a été démoli, reconstruit en 1930. Et puis, il y a eu de nombreux travaux au cours de sa vie. Et les derniers ont consisté en 2021 à fermer toute circulation automobile sur le pont parce qu'il commençait à se sentir vieux, un petit peu, notamment au niveau de ce qu'on appelle la suspension. C'est tous les câbles en fait qui retiennent le tablier. Donc, il a été nécessaire de complètement fermer la circulation pour alléger un petit peu l'ouvrage et lui permettre de continuer à vivre. Donc, depuis 2021, le pont est uniquement emprunté par des piétons et des cyclistes. Les automobilistes, c'est pas très grave. Alors certes, ça leur fait un petit détour puisqu'ils sont obligés de passer par le pont qu'on voit ici, qui est un pont routier qui a été créé en 1995. Mais le détour est somme toute assez acceptable puisqu'il y a 1,5 km de distance entre les deux ponts. Par contre, pour les piétons et les cyclistes, ça aurait été évidemment insupportable de fermer cet ouvrage-là. Pour info, avant la fermeture à la circulation en 2021, on avait un trafic de l'ordre de 6 000 véhicules jour sur le pont suspendu, ce qui est quand même relativement important. Alors, aujourd'hui, pourquoi une concertation? Parce que le pont, il est malade et on a besoin de préserver son avenir. Voilà. Et dans les projets, dans l'idée, c'est vraiment de maintenir ce lien fonctionnel. On a souhaité une concertation parce que l'ouvrage en lui-même, c'est un marqueur important pour d'abord le patrimoine local. Hein. Le pont lui-même, c'est un objet patrimonial très très important sur le territoire. Pour l'anecdote, c'est le logo de la communauté de communes. Et c'est aussi un enjeu fort pour les mobilités, particulièrement pour les piétons et les cyclistes du quartier du Rouergue qui l'empruntent quotidiennement pour rejoindre la gare et les services qui sont situés de l'autre côté. On n'avait pas d'obligation réglementaire à réaliser cette concertation au sens du Code de l'urbanisme, qui peut parfois nous imposer de réaliser des concertations, mais au regard notamment des enjeux de mobilité pour le territoire, pour les territoires proches, mais aussi un peu plus éloignés, on a souhaité absolument recueillir l'avis des usagers du territoire pour savoir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on allait faire. Alors, la question, quand on parle d'ouvrages de mobilité, elle est quand même un peu compliquée parce qu'il s'agit quand même d'ouvrages très techniques et forcément, ça conduit à des questions qui sont relativement fermées. Et on a fait des études préliminaires en amont de cette concertation pour essayer de proposer un panel suffisamment vaste de solutions, mais quand même nécessairement restreinte du fait de la très haute technicité de ce type d'ouvrage. On a décomposé les questions posées en deux catégories. La question la plus importante, à notre sens, c'était la question du scénario d'aménagement. Et en fait, ce que ça cache derrière, c'est de l'usage en termes de mobilité de cet ouvrage. Comme je l'ai dit, initialement, avant 2021, il est ouvert à la circulation automobile, limitée à des véhicules particuliers de 3,5 tonnes maximum. Depuis 2021, il est réservé uniquement à des piétons et des cyclistes. Donc, on s'est posé la question, en accord aussi avec les élus locaux, avec la communauté de communes, avec la mairie, de savoir quel type de scénario on pouvait envisager pour l'avenir de cet usage. Ce qui est vite apparu avant le début de la concertation, c'est que compte tenu de l'âge du pont, on ne rouvrirait pas la circulation lourde, ça c'était un fait. Et on s'est posé ensuite, on a envisagé 3 scénarios. Donc un qu'on aura écarté. Un scénario, en fait, qui est le scénario le plus simple, c'est qu'on maintient le fonctionnement actuel, c'est-à-dire qu'on a uniquement des piétons et des cycles sur l'ouvrage. Un scénario 2 où on partage l'espace central entre un espace pour les piétons et les cycles de 3 mètres environ et un espace à sens unique pour les véhicules. On a techniquement écarté dès l'amont de la concertation la solution on rouvrait aux véhicules dans les deux sens et on verra que peut-être c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Pour nous, c'est un fondement technique, hein. Ça pose des très très grosses problématiques techniques à rouvrir dans les deux sens et réglementaires, mais on aurait peut-être dû le laisser ouvert.
Et ensuite, on avait 3 solutions là, plus techniques, qui sont en fait sur le dessin lui-même de l'ouvrage, avec soit complètement un truc assez radical, une démolition-reconstruction avec un nouveau pont, tel qu'un pont aubané par exemple, tel qu'il est représenté là. On avait une solution proposée par notre bureau d'études un peu alternative, où on gardait une partie, uniquement le tablier de l'ouvrage, on recréait des piles dans la Garonne. Et ensuite, une solution 3, une réhabilitation complète du pont. Sur les modalités de la concertation, c'est là qu'on a quand même pas mal évolué. On est habitué à la direction des infrastructures à faire de la concertation, notamment quand elle est rendue obligatoire, soit par le code de l'urbanisme, soit par le code de l'environnement. Et bien souvent, ça passe par des stratégies de type réunion publique, où on vient délivrer notre bonne parole, comment on a conçu le projet, ce qui reste encore à définir. Et on a entre 50 et 100 participants généralement, et généralement, c'est des réunions qui peuvent être assez houleuses. L'objectif, là, qu'on a essayé de se fixer, c'était de sortir un petit peu de ce cadre qui, parfois, n'est pas très productif et aller plus directement à la rencontre des usagers pour solliciter leur avis, ce qu'ils pensent du projet, faire émerger d'autres idées. Et pour ça, on a profité en fait d'une formidable opportunité, c'est que l'Aréole accueille tous les samedis un très joli marché. Il était classé meilleur marché de France par TF1, ça va être une référence. Et on s'est installé là le samedi 14 juin l'année dernière avec notre stand. On était environ 4 ou 5 agents du département avec une expo là qu'on voit au fond qui présentait un petit peu les enjeux du projet, les solutions qu'on a envisagées. Ça a été un réel succès. Voilà, ça, on va en parler après un petit peu avec les chiffres, mais cette solution-là, elle a permis réellement de toucher un très très large public et un public en plus de personnes qui, pour partie, empruntent ce pont pour venir au marché et qui le voient parce que là, on ne le voit pas sur les photos, mais le pont, il est à 200 mètres de la place où est situé le marché. Donc, il y avait une vraie légitimité. Et ensuite, on a mis un truc un petit peu plus basique maintenant, une plateforme participative hébergée sur le site internet du département pour recueillir les avis des usagers. Donc, sur ces modalités-là, on est vraiment très, très heureux de la manière dont ça s'est passé. Sur le marché, c'est un réel succès. En environ une matinée, donc de 9 h à midi, grosso modo, en 3 heures, on a réussi à capter environ 150 personnes. À répondre à leurs questions. Il y a eu environ ce jour-là 50 contributions écrites qui nous ont été remises. D'autres personnes se permettant de reporter leur avis et ils sont reportés sur la plateforme numérique. Mais ça a été vraiment très intéressant et très instructif. Ça a permis de faire émerger des questionnements auxquels, un peu anecdotiques peut-être, un peu secondaires, mais auxquels nous, on n'avait pas pensé, et de faire un peu évoluer le projet. Et c'était très intéressant et surtout, contrairement à des réunions publiques qui peuvent être assez conflictuelles, bien souvent, le rapport de 1 à 1 entre nos agents et les personnes présentes sur le marché ce jour-là était très, très apaisé et très serein. Il y a eu zéro conflictualité et ça, c'est vraiment très, très, très appréciable. Et s'en est suivi également une très, très forte participation sur le site de contribution numérique avec 180 contributions, ce qui, à l'échelle d'un projet comme celui-ci et d'une ville comme l'Aréole, c'est environ 5500 habitants, hein, est un réel succès. À des types de comparaison, alors je vais aller complètement dans le sud-ouest, mais il y a le contournement sud d'Arles, qui est un énorme projet porté par l'État, qui est de l'ordre de plus de 200 millions, je crois, d'euros de travaux, donc ça n'a rien à voir avec ce projet-là et qui intéresse toute l'agglomération d'Arles. Ils ont eu 2000 participants, mais c'est des projets beaucoup plus impactants. Donc là, on s'estime qu'avec 200, le ratio, il est plus que largement dépassé. Donc vraiment. Cette contribution-là, cette forte participation, elle est aussi liée à une bonne communication avec les élus locaux, la mairie, les comités de communes qui ont été impliqués dès les phases amont de la concertation, mais également avec les riverains. On a eu la chance d'avoir un collectif de riverains du quartier du Roi qui s'est monté, qui a monté une page Facebook et qui a très très fortement mobilisé au moment du lancement de la concertation, pardon, et qui a rappelé sans cesse à venir participer, à venir donner son avis. Donc je pense que ces relais d'information-là, ces relais locaux et citoyens, ils sont très importants
pour pouvoir avoir une participation franche et claire du territoire. Donc rapidement, un petit point donc, sur les résultats de la concertation. On a eu de la chance aussi qu'ils soient très clairs, très francs. Donc sur les solutions de réhabilitation de l'ouvrage, savoir est-ce que c'est un nouveau pont, un pont partiellement réhabilité, un pont totalement réhabilité. Là, c'est clairement la solution réhabilitation complète qui a eu un plébiscite avec 80% des contributeurs qui s'expriment pour cette solution-là. C'est un résultat auquel on s'attendait, on ne va pas se mentir, parce que il y a un très très fort attachement patrimonial à l'ouvrage sur ce territoire-là. On le sentait avant la concertation, mais cette concertation a permis de nous le confirmer. Et vraiment, il y a eu des réactions assez épidermiques aux propositions de démolir et reconstruire l'ouvrage. Ça répondait un peu à notre objectif, donc c'est parfait. La première question, donc, celle qui pour nous était la plus importante, savoir le scénario d'aménagement, elle a été un petit peu plus partagée, bien que quand même très nettement, c'est le scénario de réouverture avec un seul sens de circulation qui s'est exprimé, le scénario 2, avec pas loin de 2 tiers des participants qui s'expriment en faveur de cette solution-là. Et les deux autres solutions qui sont, voilà, le scénario voie verte seul, à savoir donc piétons et cycles uniquement, environ 30%. Et même si on n'avait pas proposé la solution de réouverture dans les deux sens de véhicules pour les véhicules légers, il y a quand même des gens qui sont exprimés en faveur de cette solution-là. Alors ça fait partie aussi des choses qu'on n'a pas voulu. On n'a pas fermé les solutions sur le site de participation. Les contributeurs mettaient librement tout le texte. On aurait pu faire une forme de sondage, mais volontairement, nous, on a choisi de laisser ouvert et de faire une question très ouverte. Qu'est-ce que vous souhaitez? En termes de réhabilitation ou d'ouvrage neuf et en termes de fonctionnalité? Ça peut être un peu intimidant pour certaines personnes d'avoir des questions aussi ouvertes que ça, mais ça a le mérite de faire émerger des fois des choses, des expressions, en tout cas des attentes que nous, on a fermées, et particulièrement cette ouverture dans les deux sens pour les véhicules légers. Elle reste minoritaire, mais c'est quand même des gens qu'on entend beaucoup, beaucoup. Donc, si je dois conclure un petit retour d'expérience, il est primordial de savoir la question qu'on doit poser sur ce type de participation citoyenne. Pour information, en parallèle, on a mené une concertation sur un autre ouvrage, un peu au nord de Bordeaux, où la question était beaucoup plus fermée, vraiment très technique. Et là, pour le coup, on n'a pas réussi à mobiliser. Un projet d'ampleur un peu équivalente. On a eu 14 participations, ce qui est vraiment, là, pour le coup, assez ridicule. Donc, c'est important de bien savoir poser la question et de s'intéresser à savoir si la question intéresse réellement les gens sur le territoire. Ce qu'on veut voir sur l'Aréole, c'est que la question de la mobilité des déplacements, c'est quelque chose qui touche intimement les gens et pour ça, ils sont réellement mobilisés. Sur le sujet patrimonial, architectural, ils sont aussi mobilisés, mais c'est vraiment la question de la mobilité qui les porte. Donc, bien se poser la question de ce qu'on veut faire porter à cette participation, de ce qu'on attend. Pour parler de l'autre projet qui a moins marché, je pense qu'on s'est embarqué dans une concertation parce qu'on s'est dit qu'il fallait le faire, mais peut-être que la question qu'on avait à poser n'était pas légitime et du coup, moindre participation et surtout peut-être une impression laissée au public que cette participation est un peu biaisée et qu'on avait déjà tout construit de notre côté. Un point positif, c'est les modalités de concertation. La présence sur le marché, la plateforme numérique ont vraiment permis une très très forte participation de la population et ça c'est un franc succès, ce qui nous permet d'avoir un avis très très clair sur les attentes de la population. Et ça on a rarement vécu ça et c'est vraiment très très bénéfique pour le projet. Je vais quand même mettre un petit point négatif, c'est le manque de contradiction entre les contributeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réunion publique où tout le monde a pu entendre les avis contradictoires au sein du territoire. Et particulièrement, on va dire, des pro-vélo face aux pro-automobiles à 100%. Et ça manque un petit peu, que la population, dans un débat démocratique, puisse entendre les avis opposés et les arguments qui vont avec. Et effectivement, la présence sur le marché ne permet pas ça, puisqu'on a une relation uniquement un à un agent technique du département qui répond aux questions d'un seul et même usager. Donc forcément, sur cette partie-là, c'est un peu plus mitigé.
On a pu le constater parce qu'on a fait un bilan de la concertation 6 mois après, qu'on a fait pour le coup sous format une réunion d'information publique. Et là, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a eu beaucoup de mécontentement qui s'exprimaient, particulièrement des gens qui étaient en faveur du tout voiture. Voilà. Donc, c'est une réunion qui a été assez houleuse, où les avis ont pu se faire un petit peu entendre. On était un petit peu en dehors du temps de concertation. Voilà. Et ce qui ressort aussi de cette concertation-là, et particulièrement du bilan de la concertation qu'on a donc mené fin d'année dernière, c'est qu'il y a une nécessité malgré tout sur ce type de projet qui impacte directement la vie des gens, leurs usages, leur mobilité, de poursuivre l'information du public tout au long du projet, et c'est bien sur quoi on va s'engager sur les années à venir. Voilà, j'en ai fini, j'ai largement respecté mon temps. Merci beaucoup, Frédéric. Du coup, j'invite en effet, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. On reviendra sur le projet peut-être un peu plus en détail ou sur d'autres aspects dans la partie échange. Tout à l'heure, j'ai parlé en introduction, avant d'enchaîner sur le deuxième rétex, j'ai parlé en introduction très rapidement, très synthétiquement, de la stratégie départementale de participation citoyenne du département de la Gironde. À mon tour de vous partager quand même, parce qu'un document a des éléments de compréhension, puisque quand on parle de concertation, il est quand même question de définir ce que c'est que la concertation, puisqu'elle se situe à certains niveaux, à des degrés de participation. Donc là, pas prendre trop de temps, mais important quand même de le faire. Hop, hop. Alors maintenant, c'est moi qui dois naviguer. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est OK pour vous? Voilà, juste dire en effet qu'il y a une délibération au département de la Gironde qui acte en effet ces 5 degrés de participation citoyenne. Et là, pour situer où on est vraiment au milieu, sur le degré 3, la concertation, comparativement aux autres ou à celle juste au-dessus, la consultation qui juste demandait avis. Là, on est plus en effet sur une phase d'écoute, de recueil d'avis certes, mais aussi de discussion, voire même de proposition d'idées d'action, d'amélioration et de transformation. C'était simplement ça qu'il était important de vous partager, puisque du coup, le degré 1, c'est l'information, le degré 2, c'est la consultation, le degré 3, donc c'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est la concertation, et ensuite on passe sur des degrés supérieurs qui sont la co-construction et l'autonomisation ou la codécision qu'on pourrait appeler au niveau des politiques publiques. Ces degrés de participation, on les retrouve dans un guide qui a été édité suite à la grande cause départementale de la participation citoyenne en 2022, si je ne me trompe, et à retrouver. Je vous partagerai la ressource sur le wiki, bien sûr, mais je vous partagerai la ressource ultérieurement. On va enchaîner du coup avec Solène et Sophie. Donc Solène Chantre, elle est chargée d'études prospectives. Sophie Macaron, elle est chargée d'études sociodémographiques, toutes les deux à la direction générale adjointe à la citoyenneté. Elles vont nous parler d'une concertation menée en avril 2024 pour dessiner la carte scolaire en lien avec l'ouverture du collège de Montussan. Pour celles et ceux qui ne sont pas donc du coup du département de la Gironde, bien évidemment, Montussan, c'est une commune du département de la Gironde, qui l'ouverture du collège, lui, a eu lieu en septembre 2025. C'est à vous, Solène et Sophie. Oui. Bonjour à tous. Donc en effet, on va vous parler de la concertation pour définir la carte scolaire donc, du collège de Montussan. Donc il faut savoir que le département est compétent, du coup vous le savez, sur les collèges, c'est-à-dire la construction, la maintenance des collèges et aussi la définition de la carte scolaire des collèges. Hop. Ah oui, j'essaie de passer à l'autre diapo. Voilà. Pardon. Donc, la volonté de concerter, pourquoi concerter de manière spécifique sur ce territoire? Tout d'abord parce que c'est une situation inédite, c'est-à-dire déjà par l'étendue du territoire qui va de la presqu'île d'Ambès, enfin de Ambès jusqu'aux portes du Créonais, par exemple jusqu'à Pompignac, Salbeuf, et de l'autre côté de la diagonale de Floirac à Ison. Donc, on avait identifié 11 communes potentiellement concernées par l'ouverture du collège de Montussan, mais également ça a impacté 8 collèges aux alentours et 17 écoles.
Donc déjà, par l'ampleur du territoire, c'était déjà assez exceptionnel pour nous. La complexité aussi de l'exercice de rééquilibrage des collèges. Il faut savoir, du coup, on était sur un territoire en tension démographique avec plusieurs collèges où la capacité d'accueil avait déjà été dépassée. Donc une tension des effectifs sur certains collèges, vous les voyez là avec les graphiques en bas qui présentent pour chacun des collèges les projections démographiques et la capacité d'accueil avec le trait au milieu. Donc, du coup, on a fait des mesures de sectorisation en 2023 et 2024 temporaires pour soulager certains des collèges en tension, ce qui n'avait pas été forcément très bien accepté d'ailleurs par les habitants. Et puis, on avait travaillé aussi en amont sur les possibilités de sectorisation. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait multiples possibilités de cartes scolaires. Donc, il a été décidé, les élus ont décidé d'engager une concertation territoriale sur ce grand territoire, dans un premier temps pour éclairer leurs décisions. Voilà. Mais aussi, il y avait une dimension pédagogique dans notre volonté de concerter, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux parents de la complexité de l'exercice de créer une carte scolaire. L'objectif aussi, c'était de recueillir largement tous les avis, les problématiques, en se basant sur l'expertise territoriale des habitants qui connaissaient ce territoire-là, d'ouvrir un espace de dialogue constructif entre tous les acteurs. On verra après qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés sur la carte scolaire, et puis voilà, de réfléchir ensemble aux solutions. Donc, comment on s'y est pris? Donc, avec 2 ateliers de concertation qui ont eu lieu à Montussan, une réunion de restitution quelques mois après, et puis également une concertation en ligne pendant 2 mois. 100 participants étaient invités à chacun des ateliers. Donc, pour la moitié, c'était des représentants de parents d'élèves, de collégiens et d'écoliers. Pour un quart, c'était des chefs d'établissement, donc et les collèges et les écoles concernées. Et l'autre quart des invités, c'était les élus locaux, donc conseillers départementaux, les maires et les enseignants des collèges, donc un par un collège, ainsi que nos partenaires institutionnels habituels, à savoir l'ADSDEN, l'Éducation nationale, et la région pour ce qui concerne les transports scolaires. Le but là, c'était vraiment de faire venir tous les acteurs concernés en même temps pour qu'ils puissent entendre et échanger ensemble et construire des cartes scolaires à ces ateliers. En termes de calendrier, donc nous sommes basés sur la rentrée scolaire, l'ouverture du collège en septembre 2025. Si on fait de manière un rétro-planning, c'est la délibération du conseil départemental en février 2025. Donc chaque année, le département est amené à changer les cartes scolaires, et donc c'est à ce moment-là de l'année que le département prend les délibérations sur ce sujet-là. Et donc, nous avions décidé 1 an auparavant de proposer aux élus une concertation qui a été donc validée. Donc, la vice-présidente en charge des collèges nous a dit OK, go, on y va sur la concertation en février 2024. Ensuite, tout s'est enchaîné. Nous avons fait appel à ce qu'on appelle un réseau des facilitateurs. Donc, en fait, ce sont des collègues dans d'autres directions du département qui nous ont prêté main forte et qui ont été des facilitateurs lors des ateliers. Donc là, on les a préparés un petit peu, on leur a expliqué ce que c'était que la carte scolaire. On a élaboré ensuite un crash test avec le réseau des facilitateurs qui nous a bien préparés pour les ateliers suivants. Ensuite, le premier atelier le 30 avril, le deuxième atelier le 4 juin. En parallèle, donc l'enquête en ligne sur la plateforme jeparticipe.gironde.fr. Sur cette plateforme, tous les documents et toutes les contributions des participants ont été mises en ligne. Donc, il y avait une transparence à ce niveau-là. Et puis, voilà, en septembre, la réunion d'information, de bilan
de la concertation et puis d'information donc de la nouvelle carte scolaire. Les facteurs clés de la concertation pour nous, c'est déjà l'équipe projet, donc à savoir, on était 3, Isabelle Larcher, notre responsable, et nous 2. Et on s'est fait accompagner aussi de 2 autres personnes qui ne sont pas de notre direction, donc une personne de la base et une autre personne qui était également au fait des concertations. Et ça a été un gros plus pour nous, pour changer nos façons de voir les choses, amener d'autres éléments dans notre façon de concerter habituellement. Donc ça a été vraiment très moteur et libérateur pour nous. Il y a eu le portage politique aussi, qui a été très très fort et très aidant dans cette concertation. Donc, à chaque point d'étape, on faisait un rendre compte à l'élu qui était au courant de l'avancée du projet, mais aussi qui a très bien impulsé les ateliers en étant extrêmement clair sur les attendus, les rôles et responsabilités de chacun. Il était très clair que la décision finale revenait au département et qu'on demandait aux participants de partager leurs avis problématiques, souhaits et puis idées. Mais ça enlevait toute pression du coup aux participants de livrer une carte scolaire. Il était bien clair que c'était au département de formuler la carte finale. Autre élément très facilitateur pour nous, c'était le réseau de facilitateurs justement. Donc des collègues, une dizaine, qui ont été mis à disposition par les autres directions, très gentiment, et qui ont amené, eux, beaucoup de fraîcheur, de découvrir le sujet. Donc pour nous, il a fallu être encore plus clair, aller à l'essentiel. Ils nous ont forcés à avancer là-dessus, sur des outils extrêmement limpides pour les donner aux participants. Nous donner aussi des chartes de bonne conduite lors des réunions de concertation, faciliter vraiment la prise en main pour les participants le jour J sans avoir besoin de beaucoup expliquer, quelque chose de très pédagogique. Le crash test, donc Solène en a parlé, c'était la simulation d'un atelier. Donc là, on s'est fait retoquer l'intro, retoquer les outils, et ça a été vraiment très formateur pour nous. Et on nous a fait remarquer, mais est-ce que vous souhaitez que les participants reviennent au second atelier? Parce que là, ça ne donne pas du tout envie de revenir. Donc il y avait aussi faire que la concertation soit un bon moment à vivre aussi pour les participants. L'aspect, la plateforme jeparticipe.gironde.fr, ça aussi, ça nous a beaucoup aidé pour mettre tous les documents de support, de présentation, restituer tout ce qui avait été produit par les participants à chaque étape de la concertation. Donc, amener de la transparence et puis animer, ramener les gens à ça. Et enfin, on a eu de la chance, ça s'est très bien mis aussi avec la mairie où se faisait la concertation pour l'aménagement de la salle. Ça, c'était très facile pour nous, donc ça fait du bien aussi. Donc ensuite, le premier atelier, donc le 30 avril, donc sur les 100 personnes invitées, nous avons eu 70 participants parmi tous les acteurs dont on vous a parlé tout à l'heure. Et on a eu 64% de réussite, de satisfaction parmi tous ces participants. Donc l'atelier, ce premier atelier a été formé par 10 tables rondes, 10 groupes de travail où l'ensemble des acteurs présents étaient mélangés. On a insisté là-dessus en leur disant surtout, mélangez-vous, on ne veut pas une table qu'avec des principaux de collège ou une table qu'avec des parents d'élèves, mélangez-vous entre vous. Donc ça, c'était un choix fort qui était fait. Et l'objectif de cet atelier, c'était de sensibiliser dans un premier temps les participants à la construction de la carte scolaire. Comment? En leur demandant de proposer un ou plusieurs scénarios en s'appuyant sur un des 3 critères au choix, c'est-à-dire soit l'équilibre des collèges ou soit la proximité et l'accessibilité des collégiens envers leur collège. Nous, le département, pour construire une carte scolaire,
on essaie de faire converger 3 objectifs qui sont ces 2 premiers-là et également la mixité sociale. Et pour ce premier atelier, c'était de choisir un des 2 critères et de proposer un ou 2 scénarios. Donc, on leur a fourni des cartes vierges avec des crayons de couleur, des feutres. On leur a dit, allez-y, coloriez les différents secteurs des 8 collèges concernés par l'ouverture du collège de Montussan. Résultat, les participants ont été très productifs puisque nous avons eu 30 cartes produites et sur ces 30 cartes produites, c'était 27 scénarios différents. Atelier 2, un mois plus tard, un petit peu moins de participants, 50, donc moins de tables rondes, on a fait 8 groupes de travail. Et cette fois-ci, maintenant qu'ils étaient bien au fait de l'exercice de la carte scolaire, on leur demandait de faire une carte scolaire réunissant les 3 critères, équilibre des effectifs, proximité, mixité sociale. Donc là encore, ils ont travaillé de façon avec des regards croisés à chacune des tables et 12 scénarios différents sont apparus. Donc il y a un effet d'entonnoir, plus on rajoute des critères, plus ça limite les possibilités. En parallèle, donc la participation en ligne qui a bien marché puisque nous avons eu 1700 contributions où on demandait à ceux qui participaient à l'enquête où est-ce qu'ils souhaitaient que leur enfant soit rattaché dans quel collège en fonction de leur lieu d'habitation. Donc une majorité de parents d'élèves d'école primaire ont répondu à cette enquête. À la suite de ces 2 ateliers et de l'enquête en ligne, il y a eu un temps d'analyse où on a collecté toutes les données et puis on a essayé de restituer ça pour être bien au clair sur ce qui avait été proposé. Donc là, c'est un temps aussi qui nous a pris du temps et qu'on a partagé à la réunion d'information, ce temps aussi de restitution qui était important pour nous, qui permet après de critériser, de faire un scoring sur toutes les propositions qui avaient été faites. À la suite de ce travail, on a abouti à cette proposition-là, cette carte scolaire-là que vous voyez à l'écran. C'est donc une carte qui est vraiment issue du processus de concertation. Et finalement, cette carte a été adoptée par les élus. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle convergeait avec les objectifs également du département. Donc, finalement, on s'est rendu compte qu'à travers ce processus de concertation, au départ, on était sur un éclairage de la décision des élus, que c'était les élus qui décidaient au final, mais finalement, on est allé plus vers la co-construction, puisque les élus ont finalement décidé d'approuver la carte qui est ressortie du processus de concertation. Les points forts et les axes d'amélioration de cette concertation, à notre sens, déjà, c'est la réussite du projet de concertation pour nous, et qui a été mise en œuvre très concrètement et très rapidement après, à travers la carte scolaire et l'ouverture du collège. Donc c'est concret pour les participants, c'était dans un délai court. Donc ça, c'était un grand point très positif et c'est une carte qui a satisfait quasiment la majorité des différents acteurs. Il y a eu quelques points d'ajustement par la suite, mais vraiment là, on a eu de la chance, tout a convergé pour la plus grande partie des acteurs. Un autre point fort, c'est le travail collaboratif multi-acteurs. Donc ça, c'était quelque chose qu'on aimerait développer davantage. Tout le monde en même temps, au même endroit, qui entend les mêmes choses et qui peut indiquer ses problématiques et on avance avec ça plutôt que de voir que les principaux d'un côté, puis que les représentants de parents d'élèves. Là, vraiment, les gens travaillent ensemble avec les différentes problématiques qu'ils rencontrent. La liberté aussi qui était donnée dans la production demandée. Les gens pouvaient produire des cartes de façon individuelle ou collective ou en petits groupes. Et ça a enlevé beaucoup de pression et ça permettait de mieux rentrer dans le sujet. Et puis, et en plus de la pression qui avait été enlevée par le cadrage très clair de la concertation, où il était indiqué que c'est les élus en tout dernier, de toute façon, qui prenaient les décisions et que les participants étaient là
pour proposer simplement, mais pas d'aboutir absolument à une carte. L'affichage des productions en atelier et en ligne, ça c'est pour nous, on a vu que ça avait beaucoup plu, ça valorisait le travail, ça permettait aux uns aux autres de voir ce qui avait été proposé par les autres tables. Donc ça, c'était un grand point fort. L'équipe de facilitateurs, on l'a dit. Et en tout cas, la bonne expérience qui a été vécue par l'ensemble des acteurs, des animateurs, mais aussi des participants. Les points d'amélioration, un manque de représentation de certains territoires qui étaient un peu plus éloignés. Donc là, si c'était à refaire, on se dit il faudrait mieux accompagner l'invitation pour bien que les personnes se sentent concernées par le projet. La logistique, on a bien prévoir le nombre suffisant d'impressions. Le premier atelier, en effet, on ne savait pas si les gens allaient venir, combien, un peu, pas beaucoup. Finalement, ils ont eu besoin de plus de brouillons avant de se lancer dans les cartes. Donc, on était un petit peu court en impression. Et enfin, la fiabilisation des données, de bien regarder ce qu'on présente aux participants pour clarifier, rassurer le cadre de la concertation. Le point de vigilance, la concertation, ça a été un super projet qui a réussi, qui demande beaucoup de temps et de moyens humains. Voilà, donc juste pour conclure et synthétiser ce qui a en quelques mots, quelques verbes, ce qui a fonctionné pour nous. Donc en premier lieu, le portage politique, le fait aussi d'anticiper tout le calendrier, la transparence dans notre communication, dans la diffusion des données, le fait de coopérer avec nos collègues qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont apporté des ressources internes pour ce réseau des facilitateurs. On a fait un gros travail de pédagogie de manière à rendre clair à la fois les objectifs, à la fois les outils, etc., tout ce qui était demandé. Ça nous a demandé justement de nous adapter, d'adapter notre façon de parler pour être le plus clair possible, d'adapter nos outils, donc de les tester également, ces outils. Ça a été fondamental, ça. Il y a eu un travail aussi de rédaction. On a beaucoup rédigé de manière à tout capitaliser et puis aussi à laisser une trace de ce qu'on a fait et également aussi pour les facilitateurs à travers un guide du facilitateur justement où on notait tout ce qu'il fallait communiquer, dire quels étaient tous les outils pour qu'ils aient tout en tête avant les ateliers. Et puis voilà, un gros travail aussi d'animation et on remercie encore nos collègues facilitateurs pour ça. Merci beaucoup, Solène et Sophie. Du coup, il n'y a pas eu de questions posées dans le chat, donc je vous invite à lever la main pour prendre la parole et poser votre question. Ça veut dire que ça a été clair et limpide. Alors, on a Monsieur Cola. Oui, je vais essayer de remettre la caméra, si ça va. Oui, c'est plus agréable. Voilà, ouais, c'est plus agréable de se voir quand on parle. Quelques réflexions à la va-vite. Moi, je trouve que les deux projets sont assez différents. Et puis, je vous remercie d'avoir précisé la notion de concertation dans l'échelle des consultations qu'on peut faire vis-à-vis des citoyens, parce que c'est intéressant de le situer, parce que sinon la concertation, on ne sait pas trop ce que c'est en général, et donc là c'est bien de l'avoir proposé. Alors, par rapport au premier projet, je pense qu'il y a les gens sont concernés parce que c'est chez eux, parce que c'est leur quotidien. Et donc, Je vais vous couper, pardon. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, alors, Pierre Collat, moi je suis un habitant de Saint-Médard-en-Jalles. Ok. Retraité, voilà, avec un passé de participation en tant que parent d'élèves et ainsi de suite. J'ai toujours fait partie d'associations et j'ai participé pendant 1 an et demi à la convention citoyenne qui a eu lieu à Saint-Médard-en-Jalles avec la question qui a été posée, c'est quel Saint-Médard-en-Jalles en 2040? Merci Voilà. beaucoup, je vous laisse Donc, continuer. voilà, donc j'ai une expérience du travail participatif et de ce qu'a pu être une convention citoyenne en fait. Donc sur le premier projet, je pense que l'idée du marché est une très bonne idée parce que on va directement auprès des gens et nous on l'a testé un petit peu sur le marché de Saint-Médard dans le cadre de la Convention citoyenne.
Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose, mais ça répond, à mon sens, à des projets un peu particuliers, comme celui du pont qui concerne des habitants. Et peut-être ce qui aurait été intéressant dans ce projet-là, c'est d'amener des données aux habitants sur le trafic, par exemple. Et quand vous avez fait état, par exemple, de la confrontation entre les cyclistes et les automobilistes, peut-être qu'il aurait été intéressant de donner des modalités de déplacement aux personnes pour qu'elles se rendent compte du volume, par exemple, de cyclistes, du volume d'automobiles, et ça leur aurait peut-être permis d'avoir des choix un peu plus éclairés. Et je fais le lien avec le deuxième sujet, où là, par contre, la volonté, je l'ai noté, c'était que tout le monde soit au même niveau d'information. Et je pense que ça, c'est assez fondamental. En tout cas, moi, je le ressens comme ça en tant que citoyen. C'est-à-dire que d'une part, il y a des élus, d'une part, il y a des dirigeants de collège, d'une part, il y a des parents d'élèves. Et tous ces gens-là, ben, il faut qu'ils travaillent ensemble parce qu'ils sont tous concernés et il faut que tout le monde soit au même niveau d'information, en fait, pour pouvoir échanger et dialoguer. Et ça, on l'a vécu, nous, dans la Convention citoyenne, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, quand on s'intéresse à un sujet, il est besoin qu'on ait une acculturation à ce sujet. Et ça, c'est très important parce que on parle de notre point de vue, mais c'est très important qu'on ait le point de vue des autres et qu'on puisse croiser les regards et comprendre aussi la position de chacun. Voilà. Ça, c'est une deuxième réflexion. Et un troisième élément qui m'interpelle et sur lequel je m'interroge, c'est en fait que dès le début, sur le deuxième projet, il était clair que c'était les élus qui, au final, allaient décider et que vous l'avez présenté comme une facilitation pour les gens qui participaient parce qu'ils étaient dégagés, si j'ai bien compris, de cette responsabilité. Et personnellement, je n'aurais pas aimé qu'au départ, on me dise, bah, au final, vous travaillez, mais ce seront les élus qui décideront in fine. Parce que pour moi, la participation citoyenne, c'est justement que le citoyen participe à la décision. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le processus, au final, vous êtes parti d'une concertation, mais comme vous avez travaillé et que les cartes finales ont été celles faites par le groupe de travail, on est quasiment allé jusqu'à la co-construction et la décision commune. Donc en partant de la concertation, vous êtes quand même monté d'un cran, je pense, je trouve, et ça, je trouve ça très intéressant. Et moi, je m'interroge sur la nécessité de dire aux gens, au final, de toute façon, allez-y tranquille, c'est pas vous qui déciderez, on laisse la parole aux politiques. Et pour moi, la participation citoyenne, c'est la codécision, c'est-à-dire d'aller au dialogue avec le politique et qu'on décide ensemble et que finalement le citoyen soit complètement intégré au processus de décision. Voilà, voilà ce dont je voulais témoigner par rapport à ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Juste, c'est pour ça que j'ai reprécisé où on était en termes de degré de participation. On parlait de concertation, hein, donc du coup, pas Oui. de co-construction, de codécision. Pour répondre du coup à vos questions, vos interrogations et puis vos remarques, Frédéric, peut-être sur la toute Oui. première au niveau des données? Sur les données, alors c'est vrai que là je suis allé très très vite parce que l'objet de la présentation c'est parler un petit peu des modalités de concertation et pas forcément de rentrer dans le détail technique. Il faut savoir, un point que je n'ai pas évoqué, c'est qu'à l'appui de cette concertation, il y avait quand même un dossier de concertation qu'on a monté qui était accessible, téléchargeable pendant toute la durée, qui l'est d'ailleurs toujours. Je pense que Julien vous Je l'ai mis dans le mettra chat. vous a déjà mis dans le chat les liens pour télécharger le dossier de concertation et le bilan de la concertation. Et dans ce dossier de concertation, on a donné quelques éléments de trafic et notre analyse technique des solutions qu'on proposait, et en bien et en moins bien. Donc, ils avaient quand même cet éclairage-là. Et c'est vrai que sur le marché, il y a eu quand même pas mal de questions qui ont porté là-dessus. Voilà. Euh, ils ont eu la donnée. Voilà, vous en faites pas. Merci Frédéric. Il y a Isabelle aussi, du coup, qui souhaite intervenir? En Merci. réponse Oui, peut-être aussi, merci et en Julien. appui. Oui, oui, tout à fait. En fait, Monsieur Collat, votre remarque, elle est extrêmement intéressante pour nous sur la question de dire que c'est les élus qui décideront et pourquoi c'est facilitant.
Ça a été, d'abord, ça a été un souhait de nos élus de dire, parce que c'est un sujet qui est tellement complexe et qui embarque tellement de choses derrière, et une population tellement importante, c'est-à-dire que là, 8 collèges, c'est plusieurs milliers de collégiens, mais juste sur 4 ans. Ça veut dire que quand on prend une décision comme ça, elle peut impacter des années. Quand on multiplie par le... C'est aussi des parents qui ont des enfants qui aujourd'hui ont 6 ans et qui en auront 11 dans 5 ans. Donc, en fait, quand on multiplie par le potentiel sur les années à venir, ça impacte des territoires très, très grands, avec des complexités aussi en matière de transport scolaire, comme l'ont dit Solène et Sophie. Et en fait, dès le premier atelier, il y avait des participants, des gens qui étaient très enthousiastes à être là, alors que ce soit des parents d'élèves, des élus, des représentants de l'éducation nationale. Enfin, c'est vraiment, ça concernait tout le monde. Et plusieurs ont été, alors le mot un peu fort, mais un peu en panique, de dire, mais là, ce que je suis en train de dessiner, là, avec vos crayons de couleur et vos feuilles et vos cartes vierges, potentiellement, ça peut avoir les impacts que, par contre, ils avaient bien mesurés. Donc, il y avait une espèce comment dire, de stress, de ne pas être compétent pour faire prendre de telles décisions. Ce à quoi on répondait, bah si, en fait, vous avez les expertises d'usage, vous êtes habitant, vous êtes enseignant, vous êtes élu, chacun avait son regard et son prisme. Donc, on les a fait discuter ensemble et vous inquiétez pas. En fait, c'est pour ça que Sophie a dit ça a été facilitant pour eux. Et donc, une fois que ça, cette espèce de crainte est un petit peu retombée, puisque cette phase pédagogique qu'elles ont évoquée très brièvement, mais elle était importante parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Elles ont beaucoup vulgarisé le sujet, mais euh, ça peut paraître assez simple et simpliste, mais c'est très, très complexe. Et du coup, eux, ils l'ont bien compris puisqu'on leur a présenté plus en détail. Et du coup, ça a généré une espèce d'inquiétude. Donc, en fait, ça a été facilitant. On préférait dire à minima, on vous concerte pour avoir vos retours, pour vous faire parler ensemble et surtout que chacun comprenne le point de vue de l'autre. Et on prendra la décision en se disant, mais peut-être qu'au final, on se l'est dit dès le début, hein, peut-être qu'au final, la décision qu'on prendra, on essaiera de la faire tendre le plus possible vers la carte qui aura été majoritairement partagée par les ateliers, mais on ne le savait pas. Et puis pour nous, c'était la première fois qu'on faisait ça, sur ce sujet-là. Donc, on a appris aussi en marchant. Avec nos collègues, enfin voilà, on a appris, on a évalué notre méthode pour pouvoir la redéployer plus tard. Mais oui, on était vraiment, comme l'a dit Julien, dans une démarche de concertation et pas de co-construction avec les citoyens. Et malgré tout, elles n'ont pas osé le dire parce qu'elles sont très modestes. Mais ça fait déjà assez longtemps qu'on fait des mesures pardon, de sectorisation et des évolutions de sectorisation. Donc, depuis que l'acte 2 de la décentralisation nous a donné cette compétence en 2006. C'est toujours assez douloureux, assez difficile et vous avez été parents d'élèves et vous comprenez pourquoi, hein, parce que changer les habitudes, c'est pas simple. C'est la première fois qu'à la réunion de restitution, l'ensemble des participants ont applaudi par rapport aux résultats qu'on leur proposait et par rapport à la méthode. Alors, ces applaudissements-là, c'est pas une question d'ego, c'est une question de se dire, en fait, on est peut-être, dans ce que vous avez dit vous aussi, on est peut-être là dans une demande aussi des habitants, des territoires, de travailler ensemble, que ce soit de la co-construction ou de la concertation. Merci beaucoup Isabelle. D'autres questions, du coup, pour partager ce temps d'échange, ce temps de parole? N'hésitez pas à lever la main. Juste, je vous remercie pour vos réponses parce que c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a aussi un phénomène quand on s'engage en tant que citoyen, c'est la responsabilité qu'on prend dans un processus et la responsabilité qu'on peut porter par rapport aux décisions et à ce qu'on peut porter comme décision. Donc, je comprends tout à fait votre point de vue. Et effectivement, on a eu ça aussi dans notre convention citoyenne où des gens se disaient, mais est-ce qu'on est légitime pour porter les choses. Et donc, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Et je trouve que votre position est intéressante. Et puis sur les conclusions aussi, la nécessité de prendre du temps et la nécessité des moyens humains. La notion de test, je pense, a été très importante pour vous et je pense que ça, c'est important. Et on est dans des processus qui aujourd'hui sont des processus qui apprennent, comme vous l'avez dit, en marchant.
Et moi, c'est pour ça que j'étais intéressé par votre retour d'expérience, parce que il faut pas avoir peur d'y aller et de se tromper, et on apprend en marchant, parce que c'est très neuf pour vous en tant que, j'allais dire, politique, mais c'est très neuf aussi pour les citoyens qui s'engagent. Hein, de se dire, je porte une parole, je m'engage, je peux être ou pas entendu, et je pense que ça remet ça repose des questions en tant que citoyen que on est souvent à critiquer derrière, mais quand il faut y aller, il faut y aller quand même. Voilà. Donc c'est ça aussi que je vous remercie pour vos réponses en tout cas. Merci Monsieur Colas pour pardon Colas. Pourquoi Oui, je c'est veux pas dire grave. Colas, c'est Colas Côté- pour ce partage, ce retour d'expérience également, parce que du coup vous apportez votre retour d'expérience et c'est aussi intéressant. Et je vais rebondir du coup sur une de vos remarques et puis aussi qui est un peu la conclusion aussi de Sophie et Solène. Une question, ben, du coup combien de temps ça prend que ça soit le prototypage de la concertation et la concertation en elle-même? Cette question bien évidemment s'adresse à tous les trois. Je vais commencer. Enfin, la concertation, c'est un processus relativement long. Ça part déjà de la décision, effectivement, de concerter, de savoir sur quoi on va concerter, particulièrement dans nos ouvrages qui sont quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ouvrages un petit peu durs, quoi. C'est-à-dire que il y a des contraintes techniques qui pèsent fortement et qui laissent que peu de marge de manœuvre bien souvent. Et ensuite, il y a la question et les modalités. Donc tout ce processus-là, ça nous a bien pris 6 mois, ce qui est relativement rapide, je pense, compte tenu de l'ampleur du projet. Voilà. Tout caréné jusqu'à la fin de la concertation, le bilan, c'est plutôt sur une année en réalité que ça s'est écoulé. Ok. Solène, Sophie. Merci Frédéric. Ouais. Nous, du coup, si on prend le temps global, ça a été 1 an, à partir du moment où il y a eu la décision politique d'engager la concertation et au moment où il y a eu la délibération du département. Et puis, de manière plus resserrée, je dirais 9 mois entre le début de la décision politique et puis finalement le fait d'aboutir à la carte scolaire. Donc là, c'était plutôt un temps de 9 mois pour y arriver. Et puis après, c'est plus les instances politiques qui valident ce qui a déjà été décidé avant. Et il y a la mobilisation aussi pour la création de tous les outils, la transparence là, avec la contribution en ligne. Donc ça aussi, ça mobilise beaucoup quand on est une petite équipe. On ne peut pas dupliquer ce modèle-là énormément. Enfin, c'est très chronophage sur les temps de préparation aussi. Ok. Je rebondis d'ailleurs sur ce point-là. Effectivement, nous aussi, enfin, dans les outils, il y a le dossier de concertation, l'exposition, tout ça. Ça a sollicité quand même pas mal de moyens, pas forcément qu'au sein de la direction des infrastructures, mais la direction de la communication a aussi été assez fortement sollicitée pour toute la préparation et toute la communication aussi en amont de la concertation. C'était un point essentiel. Alors, on a eu la chance de profiter d'un relais de communication avec l'association de riverains, mais c'est vrai que tous les relais presse, toute la communication qui est faite en amont, là aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger et qui est très, très important dans le succès pour avoir une bonne participation. Pardon. Merci à tous les trois. Je laisse la parole du coup à une de mes collègues, Julie. Je te laisse te présenter. Tu as levé la main. Oui, bonjour, je suis Julie Roturier, je suis une collègue de Julien au laboratoire. J'ai eu l'occasion de participer à la concertation présentée par Solène et Sophie. J'avais une question pour elles, mais que je vais étendre du coup aussi à la direction des infras. Vous avez souligné du coup les moyens humains que ça a soulevé. Je me posais la question si depuis vous aviez eu d'autres concertations à mener. Et sans refaire exactement la même chose, est-ce que du coup ça avait transformé certaines pratiques autour des aménagements et des cartes scolaires? Merci, Julie. Allez, pour toi, Frédéric. Ah, ton micro est. Ah, pardon, mon micro était coupé. Nous, on n'a pas eu de nouvelles concertations à mener. Par contre, il est certain que le succès qu'on a rencontré sur l'Aréole nous amènera à nous poser des questions un peu plus précises, notamment sur les modalités et sur le format de la question qu'on pose. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de renouveler l'expérience.
Merci beaucoup. N'hésitez pas, Monsieur Collat, à baisser votre main si vous n'avez pas d'autres questions. Et n'hésitez pas, du coup, à lever votre main quand vous avez une question. Oui. Alors, je relève la main parce que j'ai à Ah, côté de ok, moi ma compagne qui, elle, a une question également, qui n'était pas d'accord. prévue sur la Ah, du réunion. coup, Mais... ok, du coup, vous avez le droit. Bonjour. Euh, Bonjour. à votre question du départ, comment impliquer les citoyens, même expérience à la Convention citoyenne. Moi, en tant que citoyenne, ce que j'ai pas bien vécu, la partie concertation, codécision dans le groupe, super. Par contre, c'est la suite. C'est-à-dire que on a fait 110 propositions à la suite de la Convention citoyenne. Ça vous rappellera des débats au niveau national. Et ces concertations, et ben voilà, à part de nous dire c'est super d'avoir fait 110 propositions, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Et il n'y a pas d'engagement. Donc, en tant que citoyen, et ça a été vécu par plein d'autres, j'enlève pas comment dire, l'intention du politique de nous donner un jour une réponse, etc. Mais vous ne pouvez pas vous engager des gens pendant 1 an et demi sans qu'il y ait de suite sur les propositions qui sont faites. Et ça, c'est une première expérience. Et la deuxième, pour avoir participé à plein de groupes de ce type-là, je trouve qu'il y a toujours une difficulté à gérer ou à animer la conflictualité. C'est-à-dire que exprimer un avis différent, quand ça prend de l'attention, enfin qu'il y a de l'attention qui se soulève, on sent que c'est compliqué dans les groupes, même quand il y a des animateurs, pour dire après tout, le conflit, l'intensité ou la conflictualité n'est pas un problème majeur. Ça, c'est une chose. Je trouve que ça s'anime d'une certaine façon et tous les animateurs, c'est compliqué de faire ça. Et deuxièmement, la notion de renoncement. C'est-à-dire que quand on participe, par exemple, à une convention citoyenne, on sait qu'à la fin, il va y avoir un résultat et que ce résultat, on y a participé, mais qui n'est pas forcément l'orientation qu'on aurait prise, mais que le collectif en a décidé ainsi, par un vote, etc. Et je trouve qu'il y a eu des retours sur le fait que, sous prétexte que les résultats n'étaient pas ceux escomptés, et les politiques ne se gênent pas pour nous le dire, vous n'êtes content que quand on fait exactement ce que vous voulez. Donc c'est faux, il y a des citoyens qui acceptent le renoncement, mais visiblement, c'est pas mis sur la table dès le départ. Vous allez participer à quelque chose, vous allez participer à une codécision. Peut-être que le résultat ne sera pas celui que vous escomptez. On va vous faire travailler sur le renoncement. Et il n'y a pas d'espace pour ça. Et donc, il y a des charges émotionnelles qui se lèvent dans les groupes et il n'y a pas d'espace pour les gérer. Parce que quelquefois, c'est des choses qui peuvent se gérer le lendemain, le surlendemain, parce qu'il y a des charges émotionnelles. Voilà, j'attends vos retours. Merci. Merci beaucoup, très intéressant aussi. Oui, ces espaces de renoncement, c'est comment dire, nous, Mission Agenda 21 à la base, qui explorons justement des sujets en lien avec l'innovation publique, l'innovation justement démocratique, etc. On entend parler, mais c'est très rare d'en entendre parler, donc c'est intéressant d'en entendre parler dans ce cadre-là. On avait Béatrice également pour une question. Non, c'était juste pour répondre à la dame, en fait. J'ai eu la chance cette année de co-animer la commission départementale des jeunes élus pour la commission bassin. Et avant-hier, j'étais en réunion aussi avec les professionnels du département sur la question d'idée-action pour amener effectivement des propositions d'action innovantes pour répondre en fait aux tensions qu'on rencontre actuellement dans les services, les non-remplacements de postes, etc. Et donc, dans ces deux groupes-là, nous avons décidé avec les facilitateurs et puis les organisateurs. Donc, en fait, dont Karine Albert, qui est responsable du PTC de Marche Prime, pour le bassin et pour le Pôle Médoc. territorial citoyenneté, pour préciser. Oui, pardon. Oui. Donc, en fait, on a décidé de partir, enfin, de s'appuyer sur la charte de confiance avec les jeunes et avec le groupe de professionnels avant-hier. Donc, la charte de confiance, c'est effectivement quelque chose d'important parce qu'on la lie ensemble et en fait, et ça a permis aux jeunes
parce qu'on avait ils ont voté pour la question de la lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales et faites aux femmes et aux enfants. Donc, il pouvait y avoir des tensions. Enfin, il aurait pu avoir des tensions dans le groupe parce que c'est vrai qu'il y avait des jeunes qui avaient des idées très tranchées sur la question de la violence conjugale et la question de la protection de l'enfance. Donc, et puis finalement, ça s'est très bien passé parce que en fait, on a respecté la parole de l'autre, le temps de communication ne peut jamais couper la parole, faire confiance aussi à une différence d'opinion sans que ça soit source de conflit. Donc, c'est très intéressant cette charte parce que ça nous a permis effectivement de travailler des questions, des problématiques, puis avec les collègues, c'était pareil, hein, les problématiques dites de tension sur le département, mais sans tension. Donc, je trouve que c'est un outil intéressant, cette charte. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Alors, vous pouvez la trouver sur Internet, hein, c'est facile, hein, ça s'appelle Charte. Ouais, n'hésitez pas sinon à la partager dans le chat, si vous avez le lien. Ah bah, ça, là tout de suite, non, je l'ai plus le lien. c'est pas grave. Merci beaucoup Béatrice pour ce retour d'expérience. On a aussi une question de Stéphanie Venot, qui, je pense, s'adresse à Frédéric, qui vous a aidé sur la préparation des affiches pour le stand au marché. On a été aidé par notre direction de la communication qui a des chefs de projet là, par thématique, qui, sur la base de nos éléments techniques, a réussi à en faire une synthèse pour la rendre intelligible et présentable et assez didactique. Voilà. Ça, c'est vraiment un point très important. C'est un métier à part. Moi, je suis informaticien, je suis technicien. C'est pas mon métier, la communication. Et c'est très, très appréciable au département, en tout cas, d'avoir cette assistance-là. Très exigeante, d'ailleurs. Voilà. D'accord. Merci Frédéric. À nouveau, Béatrice? Oui. Oui. Un autre outil qui est très intéressant à partager, c'est la fiche concernant les 26 critères de discrimination. C'est très en vogue actuellement sur le département, donc on s'en est aussi servi. Et ça permet aussi d'atténuer les tensions et puis les jugements de valeur. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez trouver sur le net en tapant les 26 critères de discrimination interdits par la loi. Et à procéder à un affichage, du coup, en fait. Nous, on avait affiché la charte de confiance et les 26 critères de discrimination. Et en fait, les deux, ça mouille ensemble, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. J'ai partagé en fait mon mail dans le chat. Si du coup, vous pouvez, toutes les ressources que vous partagez, que vous présentez là, peut-être me les envoyer pour que je centralise et ensuite que je redispatche en effet à l'ensemble des participants et même ceux qui vont voir le replay après. Voilà, ce serait super. Alors, pour être totalement transparent, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, hein, il y a eu un temps de préparation avec nos intervenants et je leur ai posé la question: quelles questions vous aimeriez qu'on vous pose? Donc, elles vont pas être surprises. Et elle s'adresse à Solène et Sophie. Quels outils d'animation et d'analyse des productions avez-vous utilisés plus concrètement? Elles n'ont pas préparé la réponse. Oui, si. Merci pour la question. Non, en effet, on trouvait intéressant de vous partager quand même les outils, parce que pour nous déjà, ça l'était. Et puis, d'ailleurs, ça peut peut-être en partie répondre à une des questions. Un des outils sur lesquels on s'est appuyé, et ça rejoint ce que vous disiez, madame, sur la charte de la confiance. Donc, nous, tout simplement, on s'est appuyé déjà d'entrée de jeu sur le cadre, comment ça s'appelle, sur le cadre de bienveillance, en fait, où au début des tables rondes, chaque facilitateur rappelait les règles de la communication, c'est-à-dire une écoute bienveillante, une écoute active, on laisse parler chacun et chacune des personnes présentes, qu'il n'y a pas de jugement, enfin voilà, le respect, l'égalité. Et pour nous, ça nous semblait en fait naturel. Au départ, on voyait pas trop l'intérêt de le dire tellement ça coulait de sens. Mais en fait, c'est vrai que les personnes qui nous ont accompagnés là, dans le sein de l'équipe projet, ont vraiment beaucoup insisté sur ça pour dire si, il faut le rappeler, il faut même coller cette affiche sur chacune des tables rondes pour que ce soit bien entendu, que ce soit bien compris. Et en effet, franchement, c'est un des outils qui nous a été vraiment utile. C'est simple,
mais quand même, c'est mieux en le disant. Et c'est important, en effet, pour gérer ce type de conflit. Ce qui a été important aussi, c'était la possibilité de laisser aux personnes de travailler individuellement leurs cartes. Si jamais il y avait des désaccords vraiment trop forts entre personnes au sein d'un même groupe, que les personnes puissent travailler toutes seules leurs cartes. Donc, ce qui a permis aussi d'apaiser un peu les tensions, comme ça tout le monde pouvait être entendu. Et donc voilà les outils les outils un petit peu sur lesquels on s'est appuyé. Donc tout simplement une fiche de recueil des participants sur quelques questions en fait. Quels sont les éléments à prendre en compte pour vous dans la carte scolaire? Voilà, des petits formulaires et un questionnaire d'évaluation également. Et puis dans les cartes, donc voilà, par exemple la carte du milieu, c'est la carte de travail sur laquelle on a demandé aux gens de s'appuyer et de colorier. Et on n'a pas demandé juste de colorier, on a demandé aussi de qualifier leurs cartes, c'est-à-dire de nous dire pour chaque scénario qui est proposé les plus et les moins. À la suite de ça, une fois qu'il y avait ce temps-là de production de cartes, ensuite on a affiché les cartes dans la salle et on demandait aux groupes, aux différents groupes, donc il y avait 10 groupes par exemple pour le premier atelier, de tourner, donc c'est ce qu'on appelle un World Café, et puis de prendre des post-it et puis de commenter chacune des cartes qu'ils voyaient. Donc ça c'était intéressant aussi. Donc non seulement on a pris en compte les cartes produites, mais aussi tous les post-it, toutes les petites remarques qui avaient été faites par les autres participants en retour des cartes réalisées. Merci beaucoup. Béatrice voulait réagir. Non, je voulais juste rajouter en fait, ce qui aide aussi considérablement pour faire baisser les tensions, c'est l'utilisation d'un bâton de parole en fait. Donc, en fait, lorsque l'animateur confie un bâton, enfin, le bâton à la personne qui souhaite prendre la parole, donc ça veut dire que la parole est donnée à cette personne-là. Et aussi, ce qu'on a pratiqué en fait avec les jeunes, et on a fait ça avec les collègues aussi l'autre jour, c'est des échanges de type conférence familiale, en rond, en fait, en cercle. Donc en fait, il y a pas de table qui sépare, sauf quand on faisait des ateliers effectivement de création avec les jeunes, mais on devait produire des écrits avec les collègues cette semaine. Mais c'est vrai que se disposer en rond et non pas dans une salle, effectivement, comme au cinéma, ça aide aussi considérablement à tisser des liens de confiance et d'empathie. Voilà. Merci beaucoup. On va pas tarder à se quitter. J'ai tout de même une question qui concerne plus la plateforme numérique. Vous avez utilisé en effet tous les trois la plateforme numérique pour recueillir donc des avis. Pour vous, c'est quoi du coup comment dire la meilleure périodicité, c'est-à-dire l'ouvrir avant, pendant, après, selon du coup vous, vos retours d'expérience? Alors déjà, il y a le cas de la concertation réglementaire qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui existe quand même très fortement, surtout dans les métiers de l'infrastructure. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est sur la période prescrite dans la délibération qui ouvre la concertation. Donc ça, on peut vraiment pas y déroger. Nous, sur l'Aréole, on avait indiqué que la concertation se déroulait du 14 juin au 14 juillet, donc sur un mois, et on s'est tenu à ça. Et le 14 juin, c'était le jour où on était sur le marché. Voilà, on n'a pas ouvert avant parce que justement, on souhaitait que d'abord délivrer l'information avec le dossier de concertation, notre présence sur le marché, avant que les gens puissent, afin que les gens puissent avoir un avis éclairé aussi au moment où ils le donnaient. Ok, merci Et Frédéric. généralement, sur la plupart des projets de la direction des infras, on donne un temps limité. Un mois me semble un minimum, parce que sinon, après, ça prend trop de temps et ça devient rapidement ingérable. Merci Frédéric. Nous, on s'en est servi du coup pour partager les présentations, les productions. Donc ça, c'est en même temps que les ateliers. Et puis la participation, l'enquête en ligne, c'était la première fois qu'on le faisait. Ça semble pertinent de le faire aussi en même temps parce qu'au moment où tout le monde découvre l'information, voilà, on peut y réfléchir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Collat? Oui.
Madame. Oui, une autre question. Quelles ont été sur les 2 projets vos modalités de décision? C'est-à-dire qu'un tel projet, pour qu'on retienne ce projet, que celui-ci qui soit décidé, quel type de modalité de décision? Des votes, de quelle nature? Voilà, merci. Alors, c'est un sujet que je n'ai pas forcément évoqué dans ma présentation. Alors, effectivement, on avait des idées préconçues, on avait quelques scénarios présentés. On ne voulait pas sortir de ces scénarios-là, mais on avait une préférence, clairement, en tant que technicien et nos élus aussi. Mais clairement, dans notre esprit, c'était largement ouvert. Il se trouve que notre préférence a complètement coïncidé avec les attentes de la population. Donc, il n'y a pas eu vraiment, ça ne nous a pas posé problème sur ce coup-là. Voilà. Dans ce cas-là, ça a été très facile. Donc, je réponds sans répondre. Désolé. Et on a eu de la chance. Je peux répondre sur le deuxième projet, si Solène et Sophie me le permettent. Sur le deuxième projet, en fait, comme on avait planté le décor, si je peux dire, dès le début, en disant que ce ne serait pas les ateliers enfin, ce ne seraient pas les participants qui prendraient la décision, mais bien les élus du département. Il n'y a pas eu, si j'ose dire, frustration, d'autant plus qu'au final, en fait, c'est bien la carte qui a été décidée. Dans le processus, en fait, Solène et Sophie, elles les ont montrées très brièvement dans la présentation, mais on réalisait avec des outils cartographiques, on fait un bilan, en fait, de toutes les contributions et on réalisait la carte qui revenait le plus souvent à la fois dans ce qui avait été fait dans les ateliers et à la fois par rapport aux réponses des participants à l'enquête en ligne, puisque la question était simple. Vous habitez ou vous êtes parent d'élèves ou vous êtes élu ou à tel endroit ou à quel collège souhaitez-vous aller? Donc c'est un peu un système de vote sans être vraiment un vote. Et donc, on a présenté à nos élus différents scénarios, celui qui a remporté le plus de suffrages, le scénario théorique que nous, on avait préétabli, mais qu'on n'avait jamais communiqué en amont pour influencer personne, un peu comme Frédéric. Et en fait, c'est ce qu'elles ont montré sur les dernières diapos, on les a typés. On a dit, bah, celui-là, il sera plus acceptable parce que c'est celui qui est issu de la concertation. Techniquement, donc on a essayé de scorer en fonction de est-ce que techniquement ça répond à nos objectifs, est-ce qu'en termes de transport scolaire c'est adapté, etc. Et on a présenté ça à nos élus, puisqu'on est quand même dans une collectivité territoriale dirigée par des élus qui sont soumis au suffrage direct. Et nos élus ont fait le choix de prendre effectivement la carte qui correspondait au plus de contributions à la fois en ligne et à la fois en présentiel, qu'on avait pris le soin, nous, parce que ce n'était pas exactement la même que celle qu'on avait anticipée, qu'on a pris le soin, nous, de bien étudier techniquement pour voir si elle ne pouvait pas avoir de biais. Donc d'aller plus loin que ce qui était fait dans les ateliers. Et comme techniquement, ça répondait parfaitement aux 3 critères évoqués, bah voilà, ils ont décidé. Et évidemment, ensuite, dans le processus de décision, c'est présenté devant ce qu'on appelle un conseil départemental de l'éducation nationale qui regroupe des élus, des représentants d'enseignants, des représentants de parents d'élèves, etc. Et évidemment les collectivités qui a émis un avis favorable, tant par la méthode que sur les résultats. Et donc ça, c'était en décembre 2024. Et en février 2025, la commission permanente du département a voté pour cette carte scolaire. Donc voilà tout le processus de décision à l'issue. Et on a été très transparent puisque en fait, c'était le processus qu'on avait partagé avec les participants dès la première réunion sur la concertation. Merci beaucoup Isabelle. Je vais me permettre donc du coup de faire une petite synthèse, comment dire, en toute humilité, qui n'est pas du tout exhaustive, qui ne prétend pas à résumer ce que vous avez dit, mais peut-être quelques points quand même qu'on peut retrouver en effet sur une concertation pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions, à savoir la clarté de l'intention. Bah là, on vient de l'entendre aussi, tout ce qui est transparence au niveau de l'information. L'hétérogénéité des participants aussi, une des conditions pour que ça puisse fonctionner. Et puis les conditions en elles-mêmes, que ce soit les conditions de coopération, que ce soit par les outils de facilitation. On a eu en effet 2 cas différents, à savoir des ateliers, mais aussi de la proximité en 1-to-1.
en one-to-one, ou je sais pas, c'est ce que tu disais, Frédéric. Et puis aussi le numérique permettant aussi d'apporter, donner son avis. Et puis, un point peut-être qui peut amener de la friction ou pas, et ça remontait de nos échanges, le sujet doit avoir un impact personnel pour que les personnes puissent. Mais ça, je pense que ça peut emmener aussi un peu de confusion. Donc, c'est peut-être pas un point trop à garder, mais voilà, merci beaucoup. Alors, dans tous les cas, hop, je reprends juste. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir participé, aux intervenants. Vous sera envoyé donc le replay de ce webinaire. Vous sera envoyé aussi les ressources. Seront également disponibles donc ce replay et ces ressources sur le wiki, donc le site internet de la base. Vous allez recevoir aussi d'autres informations si vous êtes inscrit à la lettre d'information. Et puis, juste deux petites dernières informations. La semaine prochaine, dans le cadre du programme d'activité, le 25 juin, si vous souhaitez participer, il y a encore des places pour une lecture collective en utilisant la méthodologie de l'arpentage sur le livre de Michel Perrault, Le temps des féminismes. Et le 26 juin, boîte à outils de l'intelligence collective inventée demain, la puissance des récits et des imaginaires. Je vous souhaite à toutes et tous du coup, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end à venir. Et encore un grand merci pour du coup votre temps et vos échanges qui ont été constructifs, intéressants. Merci à vous de Merci. l'organisation. Merci Julien, merci à vous tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Merci, à au revoir. Au revoir. Ça a été Frédéric? Parfait. Bon, Voilà. c'était super, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon week-end. Bon week-end. Salut.